Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse. Cette fois-ci, on va se pencher sur la série du deuxième tour à l'ouest qui oppose les Houston Rockets aux San Antonio Spurs, une série 100% texane qui s'annonce passionnante. Comme d'habitude, la méthodologie est la même. On va se baser sur tout un arsenal de statistiques avancées pour analyser les forces et les faiblesses de chaque équipe et en déduire quelles vont être les opportunités et les menaces auxquelles ces deux équipes vont être confrontées en s'affrontant. Je vous propose une nouvelle interface pour cette vidéo. J'ai travaillé un petit peu davantage la forme pour que ça soit un petit peu moins austère. J'espère que ça vous plaira. Écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence tout de suite par l'analyse de cette série des playoffs NBA 2017 entre les Houston Rockets et les San Antonio Spurs. Alors, je vous propose, via des petits schémas avec des flèches, des camemberts, des graphes, des choses relativement visuelles, pour que en plus de mon analyse audio, vous ayez visuellement des supports qui seront suffisamment explicites pour que vous puissiez comprendre les rapports de force. Et l'objectif, c'est d'essayer de vous donner les clés pour comprendre comment va s'articuler cette série et quelles sont plutôt les forces en présence qui vont faire qu'une équipe va plutôt dominer une autre. Voilà la méthodologie. Pas de charlatanisme, pas de lecture dans une boule de cristal, que du factuel, que des faits pour aller à l'essentiel et dégager les grandes tendances. Alors, au niveau des ratios attaque-défense, on a la deuxième meilleure attaque de la NBA qui affronte la meilleure défense de la NBA. Donc c'est déjà le choc des titans. Là, en préambule, c'est déjà le choc des titans avec cette confrontation qui s'annonce effectivement absolument passionnante. Inversement, l'équipe des Houston Rockets n'est que la 18e défense de la NBA, là où l'équipe des Spurs est la 7e meilleure attaque de la NBA. Donc, première opposition, a priori, match nul entre les deux équipes, très bonne attaque face à une très bonne défense. Deuxième opposition, où l'attaque des Spurs, comme ça, sur le papier, s'annonce supérieure à la défense des Rockets. Dans la lutte au rebond, on retrouve un petit peu ce même ratio à l'avantage des Spurs, 6e meilleure équipe de la NBA au global dans la lutte au rebond, là où les Rockets sont en milieu de tableau à la 14e place. Au niveau du free throw rate, c'est toujours un indicateur qui est très intéressant d'analyser. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le pourcentage de lancers francs que va tenter une équipe par rapport à son volume de tir de champ. Donc quand vous avez une équipe qui est à 30%, ça veut dire que quand cette équipe va tenter 100 tirs, sans lay-up, 100 tirs à mi-distance, 100 tirs à 3 points, le global de 100 tirs de champ, vous allez avoir 30 tirs qui vont être tentés au lancer franc. Il ne faut jamais oublier que les lancers francs, ce sont des points que vous allez inscrire à 75-80% de réussite. Donc quand vous pouvez dans une rencontre marquer 30% de vos points à 80% de réussite, eh bien c'est très important pour se constituer un capital de points à haut pourcentage. Donc, cette équipe de Houston, c'est la deuxième équipe de la NBA pour ce qui est du pourcentage de lancers francs tentés. Opposé à cette équipe des Rockets, vous avez une défense des Spurs qui est la 7e meilleure pour l'autorisation de lancers francs à l'équipe adverse. Donc petit avantage Rockets. Inversement, l'attaque des Spurs n'est que la 18e pour sa capacité à aller tenter des lancers francs, et inversement la défense des Rockets est la 8e meilleure pour ce qui est d'autoriser des lancers francs à l'équipe adverse. Donc là, inversement, petit avantage Houston. Au niveau des pourcentages de réussite, on a vu que cette équipe de Houston tentait énormément de lancers francs, mais ça n'est que la 20e équipe de la NBA au pourcentage de réussite au lancer franc, là où à contrario, les Spurs, on l'a vu, en tentaient moins, mais ils ont un bien meilleur pourcentage de réussite. Donc dans la lutte au lancer franc, on est en volume côté Rockets et on est plutôt en qualité
côté Spurs, et c'est très important parce qu'en playoff, il y a des fins de match serrées où on se retrouve beaucoup au lancer, le tempo se ralentit, on laisse moins de choses faciles à l'adversaire, et être en capacité de sanctionner au lancer franc, c'est très important. Au niveau du pace, au niveau du rythme, au niveau du nombre de possessions jouées par match, et bien là encore, on a un choc des opposés avec une équipe de Houston qui veut accélérer, qui veut jouer vite, qui veut multiplier les possessions. Ça, c'est l'attaque préconisée par D'Antoni, la fameuse 7 seconds, c'est trouver un tir en moins de 7 secondes. Et puis inversement, du côté des Spurs, on aime jouer plus lentement. D'une manière générale, ça va revenir complètement dans cette vidéo d'analyse. Vous avez d'un côté une équipe des Rockets qui va beaucoup miser sur son backcourt, qui va beaucoup miser sur ses extérieurs, face à une équipe des Spurs qui va plutôt miser sur son frontcourt, c'est-à-dire sur les postes 3, 4 et 5, les postes déliés à pivot, et ça se retranscrit dans cette opposition des paces, parce que quand vous voulez jouer avec vos intérieurs, et bien entendu, vous jouez plus lentement parce que vous voulez attendre qu'ils se mettent en place, attendre de les servir, alors que quand vous misez plus sur du jeu extérieur, et bien évidemment vous accélérez parce que vous voulez trouver des tirs extérieurs. Au niveau de la répartition des tirs de cette équipe de Houston, c'est extrêmement intéressant parce que cette équipe de Houston a été une pionnière dans ce qu'on a qualifié être le Murray Bowl, en référence au general manager des Rockets, Monsieur Murray, qui très tôt a utilisé, comme je le fais dans mes vidéos, les statistiques avancées pour déterminer quels sont les endroits du terrain où on a la plus grande productivité au tir. Quels sont les endroits du terrain à partir desquels mes joueurs vont tirer et vont être les plus productifs, vont ramener le plus de points. Et il est arrivé à une conclusion très simple. Au-delà de la ligne à 3 points et tout près du cercle, eh bien c'est les deux endroits où on ramène le plus d'efficacité offensive, donc on ne va tirer que de ces endroits. Et ça se retranscrit d'une manière absolument explicite dans cette analyse de la répartition des tirs, parce que voyez que on a en bleu foncé les tirs qui vont être tentés au niveau de la restricted area, donc ça va être tout près du cercle, à moins d'1 mètre du cercle. Vous avez en bleu clair les points qui vont être tentés au-delà de la ligne à 3 points, les coins étant exclus. Si on rajoute les coins, c'est la left corner 3, right corner 3, c'est ces deux-là. Et on a un volume total de tirs tentés à 3 points par les Rockets qui est absolument énormissime. Et à contrario, à mi-distance, ici en jaune, mid-range, eh bien ces Rockets n'existent quasiment pas en attaque. Et même in the paint, donc dans la raquette, mais entre, on va dire, 2 et 3 mètres du panier, eh bien séparer le volume de tir tenté par cette équipe des Rockets, il est vraiment très très faible. Avec 46,2% de tirs tentés derrière la ligne à 3 points, cette équipe des Rockets, elle est numéro 1 de la NBA pour le volume de tirs tentés à 3 points. Pratiquement un tir sur 2 de Houston se fait derrière la ligne à 3 points. C'est absolument colossal. Il y a encore une dizaine d'années de ça, la meilleure équipe de la NBA, entre guillemets, ou en tout cas celle qui tentait le plus de 3 points en NBA, c'était déjà les Houston Rockets, et à l'époque ils étaient à 30%, et 30% c'était déjà énorme. Donc en l'espace d'une dizaine de saisons, d'une quinzaine de saisons, ils ont augmenté leur volume de tir à 3 points de 50%, c'est absolument énormissime. A contrario, avec 6,1% de paniers tentés à mi-distance, eh bien cette équipe de Houston, elle est la 30e équipe de la NBA. Alors pourquoi, vous allez me dire, ici 6,1 c'est différent de là 8,16? Parce qu'il y a d'un côté les paniers qu'on tente et il y a là les paniers qu'on inscrit. Donc vous pouvez en tenter en volume beaucoup plus que vous en inscrivez, et inversement c'est vrai. Mais en gros, première équipe à 3 points pour tenter des tirs, et dernière équipe de la NBA pour tenter des tirs à mi-distance. Et puis pour ce qui est de tenter des tirs dans la restricted area, donc tout près du cercle, on a le 4e volume de la NBA, donc on aime se rapprocher du cercle, on aime finir fort près du cercle. Par contre, pour les points in the paint, donc dans la raquette, on n'est que la 28e équipe. Donc pour que ça soit clair pour vous, j'ai fait
j'ai extrait ce scan infrarouge de l'attaque des Rockets et vous avez une attaque qui est absolument binaire. C'est l'attaque binaire par excellence. C'est le saint patron, c'est Houston Rockets, de la tendance actuelle en NBA qui est à complètement bipolariser le jeu d'attaque avec soit du tir à 3 points, c'est ce qu'on voit ici, regardez, quasiment sur toutes les zones au-delà de l'arc à 3 points, eh bien vous avez du rouge, c'est-à-dire qu'on va beaucoup tenter de tir, et à l'opposé, vous n'avez plus que du rouge tout près du cercle, et dans toutes les zones à mi-distance, eh bien vous n'avez quasiment pas de tir tenté. C'est la bipolarisation totale de l'attaque, cette équipe de Houston. Alors, on a vu les volumes de tir, maintenant en efficacité, ça donne quoi? Parce que c'est bien beau de bombarder, mais qu'est-ce que ça donne en efficacité? Eh bien, vous avez une équipe de Houston qui est relativement intéressante ici dans le coin droit à 3 points, qui est relativement intéressante ici, le fameux above the break, hein, c'est cette zone-là où il y a une adresse qui est supérieure à la moyenne NBA. Par contre, voyez que à 45 degrés, on a un mauvais pourcentage à 3 points. Dans le coin gauche, on a un mauvais pourcentage à 3 points. Et on retrouve dans la raquette en dehors de la restricted area, donc en dehors de cette zone, pareil, un pourcentage d'adresse inférieur à la moyenne NBA. Vous voyez, on retrouve, c'est ce que je vous disais, hein, les belles qualités d'adresse des Rockets dans ces compartiments du tir à 3 points, globalement dans la restricted area, donc tout près du cercle. Cette équipe de Houston, c'est la 3e meilleure adresse de la NBA avec 64,6%, donc on veut se rapprocher du cercle et quand on est près du cercle, on marque avec efficacité. In the paint, dans la raquette, c'est seulement la 29e adresse de la NBA. Vous me direz, les Rockets ne veulent pas le faire et ils font mal, donc ils sont en cohérence totale. Dans les tirs à mi-distance, on n'a que la 29e adresse de la NBA. Même cohérence, les Rockets ne veulent pas le faire et ils ne sont pas à droit dans ce compartiment. Et au niveau du tir à 3 points, on a la 15e meilleure adresse de la NBA à 35,7% de réussite. Donc là, on est clairement dans une démarche quantitative côté Rockets. C'est tirer à 3 points en volume, arroser à 3 points. On n'est pas forcément super adroit, mais le volume de tir fera qu'on ira chercher des paniers à haut pourcentage parce que n'oubliez jamais que quand vous êtes à 5 sur 10 par exemple au tir à 3 points, eh bien ça vous permet d'être à 1,5 points par possession. Puisque si vous étiez à 100% à 3 points, vous serez à 3 points par possession. Vous êtes à 50%, donc vous êtes à 1,5 points par possession. Sachant que la moyenne NBA est à 1,05, donc à 1,5, vous avez un rendement en attaque qui est absolument énorme. Et pour arriver à 1,5 points par possession en ne tentant que des tirs à 2 points, eh bien il faut que vous soyez à 75% de réussite. Donc le volume dans le tir à 3 points, même dans une certaine forme de maladresse, permet quand même d'aller chercher un haut volume de points par possession, et c'est ce que Houston cherche à faire dans son attaque. On a vu qualité d'attaque des Rockets, en quoi maintenant, opposé à la défense des Spurs, ça peut être inquiétant ou valorisant pour Houston. Ça, c'est la shooting chart défensive de ces San Antonio Spurs. Et la première chose qui vous saute aux yeux, c'est que là où Houston s'en sortait très très bien et cherchait à aller attaquer le cercle, à marquer près du panier, eh bien cette défense des Spurs, elle est excellente puisque vous voyez qu'elle force ses adversaires directs à un pourcentage qui est bien inférieur à la moyenne NBA. Et idem, au-delà de la ligne à 3 points, vous voyez qu'il y a beaucoup de bleus. Donc on a une défense des Spurs qui matche très très bien par rapport à la structure de l'attaque de Houston. Dans le détail, si on affiche les pourcentages, vous voyez que les Spurs limitent les adversaires directs à 50% tout près du cercle, 30% dans le corner, 33% ici dans l'axe panier-panier, donc des pourcentages qui sont très très faibles. Pour comprendre la défense des Spurs,
c'est la 4e meilleure défense tout près du cercle au niveau de la restricted area. Donc là où les Rockets vont très souvent, les Spurs sont très très bons en défense. C'est la 2e meilleure défense pour les points in the paint. Vous me direz, ça, les Rockets n'aiment pas trop le faire, donc c'est moins important. C'est la meilleure défense de la NBA pour défendre les paniers à 3 points dans le coin gauche. C'est la 7e meilleure défense pour défendre les paniers à 3 points dans le coin droit. Et c'est la 15e meilleure défense de la NBA pour défendre les paniers à 3 points above the break. Donc c'est les 3 points qui sont situés au-dessus de la ligne des lancers francs. On retrouve effectivement ici, pour analyser cette défense des Spurs à 3 points au-delà de la ligne des lancers, eh bien voyez que dans l'axe panier-panier, on est vraiment pas mal à 33%. Par contre, dans les coins à 45 degrés, c'est un petit peu moins efficace. Pour ça qu'on trouve une 15e place. Intéressons-nous maintenant, inversement, à la répartition des tirs des Spurs. Vous avez une attaque qui est beaucoup plus homogène. Autant c'était très binaire côté Rockets, autant côté Spurs, c'est très 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 homogène, avec quelque chose complètement à l'opposé de ce que fait l'équipe de Houston. C'est un énorme volume de tirs tentés à mi-distance, une belle agressivité aussi vers le cercle, et puis un volume de 3 points qui est aussi relativement raisonnable. Donc là, vous aviez quelque chose de complètement bipolaire, complètement binaire côté Rockets, vous avez quelque chose de beaucoup plus homogène, de beaucoup plus réparti côté Spurs. Ça saute ici aux yeux dans la charte infrarouge des tirs tentés par cette équipe des Spurs. Voyez qu'il y a du jaune quasiment partout. Là où il y avait des zones complètement bleues à l'intérieur de la ligne à 3 points côté Rockets, et bien là, il n'y a quasiment pas de bleu. Donc on a encore un choc des oppositions dans la sélection de tirs. En gros, côté Spurs, le danger, il peut venir de partout, certes sur des tirs à mi-distance qui sont un petit peu moins rémunérateurs, mais qui vont imposer à la défense des Rockets d'être vigilants. En termes de réussite, maintenant, de qualité de réussite, côté Spurs, eh bien, voyez qu'il y a énormément d'orange, énormément de rouge. On a une équipe de San Antonio qui, en termes d'efficacité offensive sur ses tirs, a vraiment de très belles réussites, avec beaucoup de rouge au-delà de la ligne à 3 points et beaucoup d'orange pour la finition tout près du cercle. Idem dans la raquette. Donc, côté Spurs, on a vraiment une équipe de réussite au tir. Voyez au-delà de la ligne à 3 points, c'est vraiment très impressionnant. On est à plus de 40% dans les coins, on est à plus de 38% quasiment partout above the break, et idem dans la raquette, on a un très haut pourcentage de réussite. Les Spurs, pour comprendre un petit peu comment ils structurent leur attaque, c'est l'une des équipes qui tente le moins de tirs près du cercle. C'est une des équipes par contre qui tente le plus de tirs à mi-distance. C'est l'équipe de la NBA qui est la plus à droite à 3 points. C'est eux qui ont le meilleur pourcentage de la NBA pour les tirs tentés à 3 points. On l'a vu avec la shooting chart, il y avait du orange et du rouge quasiment partout au-delà de la ligne à 3 points. Et cette équipe des Spurs, il n'y a aucun endroit du terrain où ils ne sont pas dans le top 10 de la NBA en pourcentage de réussite. Donc attaque polyvalente et attaque en réussite de quasiment tous les endroits du terrain. A contrario, comment cette défense des Rockets match face à cette attaque des Spurs? Eh bien, voyez que pour la contestation des tirs à 3 points, on est vraiment pas mal côté Rockets. Il y a beaucoup de bleus. Donc, on a une bonne équipe pour contester les tirs de loin. Par contre, on retrouve encore là la bipolarité. Cette équipe des Rockets est vraiment extraordinaire. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller défendre les paniers tout près du cercle, et bien cette équipe de Houston, elle est très mauvaise. Globalement, les adversaires directs scorent à un pourcentage bien plus élevé près du cercle face à Houston que face aux autres équipes de la NBA. Rockets, pire défense de la NBA pour ce qui est du pourcentage de réussite dans la restricted area. Donc,
quand vous attaquez le cercle près de Houston, vous êtes quasiment sûr de marquer à chaque fois, je caricature. C'est par contre la meilleure défense de la NBA pour la contestation des tirs à mi-distance, des mid-range. Donc ça c'est très intéressant dans l'opposition face aux Spurs parce que souvenez-vous ils tirent beaucoup à mi-distance. C'est la 4e meilleure défense NBA pour la contestation des tirs à 3 points. Ça aussi c'est intéressant face aux Spurs parce que San Antonio, même s'ils n'abusent pas du tir à 3 points, ils doivent être la 24e ou 26e équipe en volume de tir tenté à 3 points. Ils ont une belle réussite, donc ils vont chercher des points à pourcentage au-delà de la ligne, et la capacité de Houston à bien contester ces tirs est intéressante. Quelle première conclusion peut-on tirer de cette analyse de la sélection de tirs des deux côtés? On a une équipe de Houston qui est complètement binaire, qui est complètement bipolarisée, et qui, dans ce qu'elle fait le plus, et dans ce qu'elle réussit le mieux en attaque, eh bien, tombe sur une équipe des Spurs qui défend très très bien toutes ces tendances. Belle contestation du tir à 3 points, très belle contestation des tirs tentés près du cercle. A contrario, vous avez aussi une défense des Rockets qui matche relativement bien avec l'attaque des Spurs, notamment sur les contestations des tirs à mi-distance, les contestations des tirs à 3 points. Là où les Rockets ont une vraie faiblesse, c'est dans la protection de leur panier, dans la défense tout près du cercle. Et là, les Spurs ont une carte à jouer, même si on l'a vu, ça n'est pas une équipe qui va tenter beaucoup de paniers tout près du cercle. Clairement, les Spurs doivent se faire violence, à insister à l'intérieur pour obliger cette défense des Rockets à s'exposer et aller chercher des paniers au pourcentage. On vient d'analyser la répartition de la sélection de tir des deux équipes. Analysons maintenant la répartition des différentes composantes de l'attaque. C'est les fameuses play types. Comment cette attaque des Rockets, j'ai commencé par vous présenter les Houston Rockets, est structurée et en quoi les différentes composantes de cette attaque match avec la défense des Spurs. Alors, c'est toujours très intéressant de comparer ces données parce que c'est là que vous comprenez vraiment où sont les rapports de force. Voyez que cette équipe des Rockets, elle a 3 tendances majoritaires dans son attaque. C'est en 1, le spot-up, ce sont les tirs de champ. Pas surprenant, cette équipe de Houston aime tirer à 3 points, donc pas surprenant de les voir majoritairement tenter des tirs de champ dans leur attaque. Ensuite, on a du pick and roll porteur de balle. Pas non plus étonnant avec un James Harden qui a souvent le ballon en main, de le voir exploser comme ça sur du pick and roll porteur de balle. Donc des séquences en pick and roll ball handler, ce sont des séquences où on est allé poser un écran sur un joueur qui avait le ballon en main et ce joueur qui a bénéficié d'un écran derrière a scoré. À scorer à 2 points, à scorer en lay-up, à scorer à 3 points, à provoquer une faute, mais au final, il a découlé de cet écran un panier. Et puis vous avez en 3 le jeu en transition. Donc c'est le jeu en contre-attaque, le jeu rapide. Pas non plus surprenant de retrouver les Rockets dans ce compartiment parce que c'est une équipe qui aime accélérer, qui aime jouer vite. Dès qu'ils récupèrent un rebond un peu long, qui force une perte de balle, derrière ils essayent d'accélérer et ils la jouent en contre-attaque. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des compartiments de l'attaque des Rockets qui sont complètement inexistants. Je pense notamment au post-up. L'équipe ne marque quasiment jamais avec des séquences à partir du poste bas, quasiment jamais un hand-off. Ce sont les mains à main et quasiment jamais en off-screen. Ce sont des tirs en sortie d'écran. On retrouve finalement une attaque des Rockets qui est relativement peu varié. On retrouve un peu la bipolarité dans la sélection de tir dans ces composantes de cette attaque de Houston. Ce qui est très 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 intéressant quand vous analysez ici par type d'attaque les ratios d'efficacité. C'est toujours très intéressant d'avoir ça en tête parce que ce que cette équipe de Houston fait le plus, est-ce qu'elle le fait bien? C'est ça que ça vous permet de découvrir. Ce sont des notes en indice 100. Quand vous avez par exemple ici, sur la première ligne, c'est l'attaque
de Houston, et sur la deuxième ligne, c'est la défense des Spurs. En indice 100, comme ça vous pouvez les comparer. Quand vous avez 90, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'il y a 90% des équipes NBA qui sont moins efficaces que vous dans l'attaque en isolation. Donc ça veut dire à contrario qu'il n'y a que 10% des équipes NBA qui sont meilleures que les Rockets en isolation. En gros, plus vous vous rapprochez de 100, meilleur vous êtes pour les Rockets en attaque et meilleurs sont les Spurs dans les séquences de défense. Ce qui est très intéressant, c'est donc de se rendre compte que dans 56% de la structure de l'attaque de Houston, ce sont donc les trois valeurs-là cumulées, eh bien, le cumul d'indices de la défense des Spurs est à 248, là où le cumul d'indices de l'attaque des Rockets est à 207. Ça veut donc dire que dans ce que fait le plus Houston, eh bien défensivement, vous avez une nouvelle fois une défense de San Antonio qui paraît plus efficace que l'attaque des Rockets. Et à contrario, sur les séquences suivantes, donc sur le reste, sur les 44% restants de cette attaque des Rockets, eh bien vous avez idem une défense des Spurs qui a un indice cumulé de 618, là où l'attaque des Rockets a un indice cumulé de 549. Donc une nouvelle fois, dans le choc des ratios attaque-défense, avantage Spurs. Ça va être encore plus explicite avec cette petite matrice, donc qui est le graphique tiré de ces différents indices par type de séquence d'attaque. Vous avez en bleu l'attaque de Houston et vous avez en orange la défense des Spurs. Et voyez que quasi systématiquement, la défense en orange des Spurs est devant l'attaque en bleu des Rockets. Il n'y a que sur le pick and roll où les Rockets ont un avantage et relativement important, notamment sur le pick and roll rollman. Donc c'est quand le poseur de l'écran ouvre au panier, récupère la balle et score, ou bien quand le poseur de l'écran ouvre en s'écartant sur un pick and fade et récupère une séquence pour un tir à 3 points. Je pense à Ryan Anderson qui fait ça très souvent du côté de Houston. Là, très clairement, côté Rockets, on a un gros avantage. Mais attention, côté Houston, on ne fait ça que environ 8% du temps. Donc c'est un avantage, mais pas sur un compartiment décisif de l'attaque. Si on affiche le zoning, le coloriage de toutes ces séquences, eh bien on voit effectivement beaucoup de orange. On voit cette défense des Spurs qui vient encercler l'attaque des Rockets. Et puis alors ça peut être un peu trompeur parce que là on se dit mais les Rockets en bleu sont devant les Spurs en orange, mais en fait ils sont au coude à coude. Ils sont au coude à coude, donc c'est complètement trompeur. Il n'y a vraiment que sur le pick and roll où côté Houston on a un vrai avantage comparatif. Intéressons-nous maintenant à contrario aux différentes composantes de cette attaque des San Antonio Spurs. Voyez qu'on retrouve également majoritairement énormément de spot-up, énormément de tirs de champ, mais c'est pas surprenant parce que souvenez-vous, cette équipe de San Antonio était l'une des équipes qui tentait le plus de tirs à mi-distance de la NBA. On retrouve effectivement les mêmes trois composantes que cette équipe de Houston, avec du spot-up en 1, du pick and roll porteur de balle en 2 et du jeu rapide en transition en 3. Par contre, au-delà de ces trois éléments qui composent à hauteur de 50% l'attaque des Spurs, on a derrière beaucoup plus de variété. On n'a pas un compartiment du jeu qui est complètement délaissé, comme ça pouvait être le cas du côté de Houston. On retrouve un peu côté Spurs, comme on l'avait vu quand on avait analysé les Celtics, on retrouve cette espèce d'équipe couteau suisse, cette espèce de polyvalence qui fait que l'équipe peut créer du danger dans plein de compartiments différents de son attaque. Si on analyse les 51% des phases d'attaque les plus exécutées
par les Spurs, donc dans 51% des cas, eh bien l'indice attaque de San Antonio est à 224, là où l'indice défense des Rockets est à 186. Donc, on a également un avantage Spurs quand on analyse le rapport attaque-défense, focalisé uniquement sur les 51% des cas où les Spurs font majoritairement quelque chose en attaque. Si on prend tout le reste, on est donc à 49, vous avez suivi. Et bien, idem, on a toujours un avantage Spurs avec un indice 392 sur un indice 321. Donc, dans ce que San Antonio fait le plus et dans ce que San Antonio fait le moins en attaque, ils ont systématiquement, au global, un avantage comparatif sur la défense des Rockets. Avec le diagramme, c'est encore plus flagrant. Voyez qu'en bleu, on a toujours l'attaque. En bleu, c'est l'attaque. Cette fois-ci, l'attaque des Spurs, opposée au orange à la défense des Rockets. Il y a quand même des compartiments dans la défense des Rockets qui sont extrêmement faibles. Je pense à la défense des isolations, à la défense du pick and roll porteur de balle, à la défense des cuts, à la défense des handoffs. Cette défense de Houston est extrêmement faible. Et quand vous analysez ça en détail, vous vous rendez compte que toutes les séquences qui impliquent une défense d'équipe, un QI basket collectif, où il faut communiquer, où il faut venir aider, où il faut se replacer, où il faut changer, bref, où il faut avoir une structure vraiment collective défensivement, eh bien cette équipe de Houston, elle est à la ramasse. La transition, quand vous repliez, on ne peut plus dire c'est chacun le sien, c'est on est obligé de changer pour protéger le panier, et ensuite on vient se replacer, indice 24. En isolation, vous avez un premier défenseur qui est débordé, derrière il faut une aide, les Rockets ne sont pas une bonne équipe d'aide, derrière indice 7. Sur le pick and roll rollman, donc le poseur de l'écran qui score, plus mauvaise équipe de la NBA en défense. Pick and roll rollman, ça veut dire qu'il y a un troisième homme qui vient couper l'accès au panier, ou bien qu'il y a une rotation. Elle est inexistante chez les Rockets et ça se voit ici. Dans les handoffs ce sont les main à main, c'est pareil, il faut changer, il faut communiquer, il faut sortir haut et puis ensuite venir se replacer. Pareil, les Rockets ne sont pas bons. Sur les cuts, alors là c'est les backdoors, là c'est il faut être vigilant sur la défense sans ballon, il faut venir aider. Idem, ça implique un QI basket collectif défensif important. Et c'est toujours problématique, la défense de Houston est dans les choux. Et puis sur les miscellaneous, c'est les inclassables, c'est tout ce qui est inclassable. Dans les inclassables, les Spurs sont très très forts, là où les Rockets ne sont pareil pas forts. Si vous affichez la matrice coloriée, c'est encore plus flagrant. Voyez que le orange de la défense des Rockets est quasi invisible. Il est quasi invisible. Donc d'un côté, vous aviez une défense des Spurs qui venait complètement museler une attaque des Rockets, et bien inversement, vous avez une attaque des Spurs qui semble complètement étaler son emprise sur la défense des Rockets. Cette analyse des play types nous donne un autre enseignement, une nouvelle domination des Spurs, domination dans les qualités d'attaque de l'équipe par rapport aux qualités de défense de cette équipe de Houston, et domination dans les qualités de défense des Spurs par rapport aux différentes structures de l'attaque des Rockets. Il n'y a que sur le pick and roll où cette équipe de Houston semble avoir un avantage à jouer, mais dans tous les autres compartiments, les Rockets matchent très très mal avec cette défense des Spurs qui globalement arrive à tout bien défendre. Autre point qu'il est très important d'avoir en tête quand on analyse cette série, c'est analyser le poids des bancs. Parce qu'il y a un vrai choc des bancs dans l'opposition de ces deux équipes, parce que des deux côtés, on a des joueurs qui sortent du banc, qui apportent énormément. Ça, ce sont les stats avancées dans le second quart-temps. Donc c'est traditionnellement dans le second quart-temps que les joueurs de remplacement jouent le plus. Et bien voyez que dans les seconds quart-temps,
L'équipe des Spurs a le 3e meilleur net rating, donc c'est le 3e meilleur ratio attaque-défense de la NBA, et que l'équipe des Rockets a le 4e. Donc on a vraiment des deux côtés deux bancs extrêmement importants, extrêmement productifs dans leur apport, et ça va être très très intéressant dans cette série. Au global, si on analyse les stats avancées des joueurs du banc uniquement, eh bien on retrouve une équipe des Spurs qui a en production le meilleur banc de la NBA, et on retrouve une équipe des Rockets qui a idem en production le 4e meilleur banc de la NBA. Ce qui est très intéressant en analysant ça, c'est qu'on a vu, notamment au premier tour, face au Thunder, une équipe des Rockets en difficulté, bien gênée par la défense et par la belle agressivité de cette équipe de OKC. Là où Houston arrivait systématiquement à tirer son épingle du jeu, c'était quand les 5 mineurs s'affrontaient et quand le banc de Houston, entre guillemets, gommait l'écart et revenait dans la rencontre. Houston s'est beaucoup basé là-dessus. Face aux Spurs, qui ont un banc de qualité, qui va pouvoir apporter au même titre que les Houston Rockets de l'adversité et de la compétitivité, eh bien cet avantage comparatif dans l'apport des bancs ne pourra pas s'exprimer comme il a pu s'exprimer face au Thunder, et là on a très clairement un match nul entre les bancs. Donc on ne peut pas considérer qu'une ou l'autre équipe a vraiment un avantage comparatif, une domination de ses joueurs remplaçants. Autre élément très important à avoir en tête quand vous analysez une série de playoffs, c'est ce qu'on appelle le crunch time. C'est les fins de match serrées. Donc ici, je vous ai sorti les stats sur les rencontres où il reste moins de 3 minutes à jouer et où on a un différentiel de plus ou moins 3 points d'écart. Pourquoi c'est très important? Parce que quand vous êtes en playoff, que le tempo se ralentit, que les niveaux s'homogénéisent et que vous avez des équipes qui sont toutes les deux fortes qui s'affrontent, eh bien il y a fort à parier que ça va jouer dans une fin de match serrée. Et c'est très important d'avoir en tête la capacité des différents protagonistes à bien négocier ces fins de match. Quelles équipes arrivent à très bien jouer les fins de match, quelles équipes arrivent à très moins bien les jouer. Je parle des fins de match serrées. Donc, sur la saison régulière, voyez que côté Spurs, on a le 4e meilleur net rating de la NBA pour ce qui est de ces matchs où il restait moins de 3 minutes à jouer et où il n'y avait qu'une possession d'écart. Dans ces matchs serrés, vous voyez que les Spurs, ils se sont en victoire extrapolée imposés 19 fois pour seulement 9 défaites. C'est l'un des meilleurs bilans, si ce n'est le meilleur bilan de la NBA. Les Rockets, dans les mêmes conditions, dans les mêmes fins de match serrés, ils ont malgré tout un net rating qui est positif, à plus 6, mais ils ont un bilan qui est nettement moins élogieux que celui des Spurs. Et là où, côté Rockets, c'est vraiment inquiétant, c'est que, traditionnellement, leur efficacité offensive, qui est très très élevée, on le disait, une des meilleures attaques de la NBA, ils sont traditionnellement à 1,12 points par possession. Et quand ils se retrouvent à jouer des fins de match serrées, ce rendement, il tombe à 1 point par possession. Ils perdent donc, passer de 1,12 à 1,C, ça paraît peu comme ça quand on analyse, mais c'est absolument énorme. Donc leur efficacité offensive légendaire, dès lors qu'ils rentrent dans une fin de match serrée, elle s'effondre complètement. Ils arrivent à s'en sortir grâce à une bonne défense. Ils arrivent à finalement trouver un petit peu de rigueur défensive et à museler leurs adversaires directs, mais leur efficacité offensive s'effondre. Là où, côté Spurs, vous voyez qu'on arrive à maintenir une efficacité offensive à 1,11 points par possession tout en défendant super dur. Là où finalement on a beaucoup plus de continuité côté Spurs entre la bonne attaque sur tout le match et la bonne attaque dans la fin de rencontre. Et pourquoi finalement cette attaque de Houston s'effondre à ce point-là dans les fins de matchs serrés? Eh bien c'est pas compliqué. Il suffit
d'aller regarder les clutch statistics de James Harden et vous vous rendez compte que il joue 99% des fins de match serrés de ces Houston Rockets et que dans ces 99% du temps où il était sur le terrain, et ben cette équipe de Houston, elle a un ratio attaque-défense négatif. Alors pourquoi c'est pas tout à fait la même stat que celle que je vous ai montrée tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait un ratio positif. Parce que là, c'est sur le site 82games.com, eux, ils vont chercher moins de 5 minutes à jouer et plus ou moins 5 points d'écart. Je trouve que c'est une fourchette un peu trop large. Parce que si à 4,57 de la fin du match, vous avez votre adversaire direct qui était à 7 points, qui met un 3 points, qui redescend donc à moins 4, eh bien ça rentre en compte dans la gestion des clutch statistiques, mais si derrière vous remettez un 3 points et que vous éloignez à nouveau cet adversaire direct, on n'est pas vraiment dans une fin de match ultra serrée. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait pareil et que moi je préfère prendre les 3 dernières minutes, 3 points d'écart. Mais bref, James Harden, fin de match serré côté Rockets, voyez que dans son sillage, l'efficacité offensive et défensive de l'équipe n'est pas bonne, et voyez que en fait dans 75% des cas dans les fins de match serrés, James Harden il va tenter un jump shot, un tir à mi-distance avec un pourcentage au tir réel à 37,7%, ce qui est extrêmement faible. En saison NBA, il doit être à 57 ou 58 sur l'intégralité des matchs. Donc son pourcentage au tir réel, il dégringole de 20 unités dès qu'il est sur les fins de match. Et c'est pas compliqué à comprendre. Dès que vous regardez une fin de match serrée de Houston, c'est isolation, sur isolation, sur isolation, c'est balle à Harden, 25 dribbles, et ensuite il va tenter un step back à 3 points contesté, et évidemment, les tirs étant extrêmement durs et extrêmement bien défendus, il ne rentre pas. Donc on a vraiment une équipe de Houston qui se met complètement en mode Hero Ball dans ses fins de match, et le Hero Ball, il faut sortir de ce préjugé, ça marche une fois de temps en temps, mais dans 80% des cas, ça ne marche pas. Et dans cet appauvrissement finalement de l'attaque des Rockets dans les fins de match, et bien Harden, dans sa maladresse, fait plonger son équipe. Pour terminer, je vous propose qu'on passe en revue les productions par position pour se rendre compte par poste quelle équipe a un avantage ou quelle équipe a une faiblesse. Voyez que côté Rockets, on a bien entendu une ligne arrière qui est bénéficiaire, parce que Harden joue de temps en temps meneur, parce qu'il joue souvent sur shooting guard, donc dans le sillage d'un Harden, et puis d'un Lou Williams, d'un Gordon, d'un Beverly qui défend bien, on a des arrières de Houston qui vont avoir une production ici qui va être supérieure aux adversaires directs. Par contre, sur le poste d'ailier, sur le poste d'intérieur et sur le poste de pivot où on fait jeu égal, mais on a plutôt une faiblesse. Là où c'est tout l'inverse côté Spurs, on a une ligne arrière qui globalement fait moins bien que les adversaires directs, parce que Tony Parker a pas mal vieilli, parce que Ginobili n'a pas fait une super saison, parce que Danny Green a fait une saison relativement décevante. Globalement, côté arrière, on a un rendement moins élevé que les adversaires directs. Par contre, sur le front court, donc sur les intérieurs plus l'ailier, on a une énorme domination. Donc on retrouve encore dans les productions par position ce choc des opposés, ce choc de ces deux équipes du Texas qui jouent de deux manières complètement différentes, et très clairement là où les uns ont une force, les autres ont un petit peu une faiblesse, et vice versa. Donc dans les productions par position, eh bien ces matchs, il n'y a pas vraiment de comparatif clairement à l'avantage plutôt de l'un ou plutôt de l'autre. Vous me direz, quand vous avez sur 3 postes un PER comparatif qui est quand même très élevé par rapport aux adversaires directs, puisque là, vous voyez qu'on est sur du 21-19-21 et du 12-14-22 sur 3 postes, ça donne quand même un petit avantage Spurs, mais sans que ça soit plus déterminant que ça. Attention toutefois,
côté Spurs, parce que sur le premier tour des playoffs, on a vraiment eu une répartition de la production des différents joueurs complètement inégale, avec un Leonard qui aura été mutanesque, mais dans les joueurs qui auront joué le plus côté Spurs, voyez qu'il y a 1, 2, 3 joueurs qui ont un PER inférieur à 10 et pas des joueurs, pas des role players, pas des joueurs relativement mineurs dans le succès des Spurs. On a Danny Green, Pau Gasol et Ginobili qui ont eu sur le premier tour face aux Grizzlies un PER inférieur à 10. San Antonio ne peut pas espérer aller très très loin dans ses playoffs sans effectivement un noyau dur de 6 à 7 joueurs majeurs qui ont un PER au moins au-delà des 13-14. Donc ce deuxième tour face aux Rockets va être intéressant, notamment en observant ces joueurs-là pour voir s'ils arrivent à se remettre dans leurs playoffs ou si on retrouve un petit peu le one-man game avec un Kawhi Leonard qui est un peu le super mutant de l'équipe et qui fait tout sur le terrain, bien épaulé par un Tony Parker qui, malgré ses 34 ans, a quand même pratiquement 22 de PER. C'est absolument hallucinant, mais comme je vous le disais dans mes vidéos d'analyse, les Spurs ne peuvent pas systématiquement s'en remettre à Kawhi Leonard. À un moment, il faut que San Antonio retrouve ce qui a fait pendant des années la force de l'équipe, à savoir un collectif riche et varié. Voilà, c'est l'heure du bilan. Alors quel bilan on peut tirer de cette série? Ça va être passionnant parce qu'on a un choc absolument sidérant des styles des opposés. Équipe d'attaque face à équipe de défense, équipe relativement binaire face à équipe très polyvalente, très homogène, très couteau suisse, équipe d'extérieur face à équipe plutôt d'intérieur. Ça va être absolument passionnant au vu des stats avancées. Les Spurs semblent avoir quand même un énorme avantage sur les Rockets. Globalement, la défense de Houston n'est pas suffisamment bonne pour contester la bonne attaque des Spurs et à contrario, l'attaque des Rockets est peut-être un petit peu trop pauvre en solution, un petit peu trop pauvre en efficacité pour vraiment ennuyer la très bonne défense des Spurs. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que San Antonio va pouvoir mettre 3 défenseurs et 3 très bons défenseurs sur le meilleur joueur de cette équipe de Houston, sur James Harden, avec un Danny Green qui a priori sera le défenseur principal, un Jonathan Simmons qui peut sortir du banc et apporter 6-7 minutes où il sera en mode pitbull pour aller fatiguer Harden, et sur les fins de match serrés, on peut s'attendre, comme ça avait été le cas face aux Grizzlies, face à Conley, on peut s'attendre à ce que notre ami Kawhi Leonard se retrouve en défense sur Harden. Et autant sur les fins de match serrés, Leonard peut aller défendre sur Harden et le faire avec efficacité sans s'exposer, autant l'inverse n'est absolument pas vrai. Un Harden qui se retrouverait à défendre sur Leonard dans les fins de match serait une catastrophe pour les Rockets. Donc dans les solutions défensives, cette équipe des Spurs paraît encore plus armée pour contrer les Rockets. Ça va être une série passionnante. Espérons qu'on ait des matchs relativement serrés, comme ça pouvait l'être face à la série qui opposait les Grizzlies aux Spurs. Sur le papier, la domination de San Antonio paraît quand même très importante, et je suis très surpris que cette série aille au-delà de 5 ou 6 matchs. Je vous dis merci de votre fidélité, à très bientôt, prenez soin de vous, bon match à tous.